Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Causette. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Farah Haidar, jeune joueuse de tennis internationale algérienne. Merci beaucoup Farah d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Ça me fait plaisir, aujourd'hui on va pouvoir parler de ta pratique qui est le tennis. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Farah Haidar, joueuse de tennis algérienne, j'ai 19 ans et je suis basée à Barcelone. Bon, j'aimerais bien savoir aussi, pour débuter, comment est venue cette passion pour le tennis? Est-ce que c'est toi qui t'es tourné directement vers la pratique? Alors j'ai commencé à 5 ans, c'est ma mère qui m'a mis au tennis et j'ai toujours un peu touché à tout, j'ai fait plein de sports. Et on avait vu que j'avais un petit talent pour le tennis. Donc de là, c'est resté avec d'autres sports, mais toujours un peu plus de tennis. Ok. Et donc aujourd'hui, j'ai à mes côtés une franco-algérienne et marocaine qui vit en Espagne à Barcelone. Comment est-ce que tu t'es retrouvée à vivre à Barcelone, en Catalogne? C'est vrai que tout ça, ça fait beaucoup. Mais en vérité, moi je suis de région parisienne à la base. Donc je suis née et j'ai grandi là-bas. Et en région parisienne, c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça de centres d'entraînement. Il y a quelques académies, mais c'est vrai que Barcelone, c'est vraiment la ville du tennis et qu'il y a beaucoup de choix. Notamment qu'il y avait une autre joueuse algérienne, Inès Ibou, qui s'entraînait à Next Level. Donc de là, je suis partie tester, j'ai bien aimé et du coup, je suis restée là-bas. Next Level, c'est quoi du coup? Donc, en fait, c'est un petit centre d'entraînement. Ok. Mais là, pour le moment, je suis en transition. Donc, je viens de partir de chez eux. Ok. Hablas un poco espagnol entonces. Exactement. Et du coup, à titre, au niveau sportif, comme tu t'en as parlé, l'Espagne, ça t'apporte vraiment quelque chose en plus par rapport aux écoles françaises ou algériennes? Oui, il y a vraiment une autre mentalité là-bas et j'aime beaucoup. C'est vraiment très différent de la France et je trouve que c'est un environnement plus positif et aussi ils ont la valeur du travail. Donc ça, c'est vraiment bien. Et aujourd'hui, on est à Santiago, au Chili. Qu'est-ce que tu fais à l'autre bout du monde? Oui. Là, en vérité, c'est vrai que ça fait très loin de Barcelone. Mais comme avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, il y a eu quelques tournois qui ont été annulés. Donc normalement, j'avais dans mon programme de faire l'Italie. Et là, du coup, tout le monde est allé en Italie à cause des tournois qui étaient annulés. Et je me suis retrouvée ici, à jouer ici, parce que je rentrais ici. Donc. Ok. Et c'est quoi la compétition dans laquelle tu joues actuellement là, au Chili? Là, c'est un 15 000 $. Donc c'est le tournoi, c'est le Tour ITF. Oui, 15 000 $. Ok. Et du coup, tu es passé par la phase des qualifications. Pourquoi une joueuse joue les qualifications et une autre pas? Alors, c'est en fonction du classement. On a un classement de transition, qui est le classement ITF. Et après, on a un classement WTA. Moi, pour l'instant, j'ai le classement de transition. Donc, je suis 400. Et en fait, par rapport à ces classements-là, tu rentres oui ou non dans le tableau principal. Okay. Donc, voilà. Et ce tournoi-là, on avait 3 tours de qualif. Mais comme moi, j'avais un classement ITF un peu plus haut, j'ai eu un bye. Donc, tu as sauté le premier tour. Au deuxième tour, tu es tombé contre une Vietnamienne. Tu as gagné. Malheureusement, au troisième tour, ça ne l'a pas fait contre une Brésilienne. Comment ça s'est passé, ce simple? C'est vrai qu'ici, c'est quand même assez particulier parce qu'ils nous ont fait jouer 2 matchs le même jour. J'avais encore jamais eu ça sur un tournoi. Donc c'est vrai que mon match, je me suis un peu compliqué la vie contre la Vietnamienne. Il a duré presque 3 heures. On a fait 2h45. Et après, 1 heure plus tard, 1h30 plus tard, j'ai dû repartir pour mon deuxième match, qui a également duré 3 heures. Et franchement, c'était une très bonne joueuse en face. C'était la tête de série numéro 1 des qualifs. Donc j'ai fait un très bon match, mais la fatigue, elle s'est quand même sentie vers la fin. Physiquement, c'est dur d'enchaîner comme ça des matchs, 2 matchs dans la même journée, aussi long. C'est vrai que ça arrive rarement. J'imagine aussi que ça doit être frustrant parce qu'il y a des tournois où tu peux faire un très long déplacement à l'autre bout du monde, jouer que quelques matchs et repartir directement en Europe parce que tu t'es fait éliminer. Ça doit être frustrant des fois de se faire éliminer assez tôt et de repartir. C'est vrai, exactement. C'est ça qui est frustrant quelquefois parce que
en vérité, tu pars très très loin des fois et t'as pu jouer qu'un match parce que tu as perdu ou quoi. Et ça va aussi avec les tirages. C'est pour ça que quand on essaye de partir loin, on essaye de partir pour 2-3 semaines, plus. Et du coup, là, toi, tu as de la chance, c'est pas fini, tu as encore un double à jouer demain. Voilà. Ce qui m'a un peu surpris, c'est que tu es avec une Fijienne. Est-ce que tu la connais? Comment ça s'est passé? Oui, on se connaît de Barcelone. On ne s'entraîne pas au même endroit, mais à Barcelone, dans le tennis, tout le monde se connaît un peu. Donc voilà, et de là, et comme on est amis, on s'entend bien, on s'est mis ensemble pour les doubles. C'est toi qui as choisi d'être avec elle pour le double? Oui. C'est pas le tournoi qui t'impose ton double? Non, pas du tout. Il y a certaines choses, c'est leur entraîneur ou leur académie peuvent leur imposer, mais moi je fonctionne comme ça. Et du coup, tu parles sur le terrain, tu parles anglais avec elle, tu parles espagnol? Elle parle espagnol, français et anglais, donc on peut choisir, on a le choix. Ça c'est cool. Et on va désormais un peu aller au-delà de la simple pratique du tennis. On va un peu parler aussi d'enjeux sociétaux. Il y a pas mal d'inégalités aussi, des sacrifices et aussi une aide familiale qui est nécessaire un peu dans le tennis. On l'a dit, la pratique, ça amène beaucoup de déplacements, des sacrifices avec, j'imagine, un rythme de vie assez intense. Est-ce que toi, parce que tu as seulement 19 ans, tu arrives à trouver un compromis, un juste milieu et profiter pleinement de ta jeunesse? C'est vrai qu'on voyage beaucoup, on est beaucoup en déplacement, mais ça fait partie de la vie de joueur de tennis. Et de toute manière, c'est le cas pour la plupart des joueuses. Donc c'est vrai qu'on se voit aussi en tournoi entre nous, on profite. Et on essaye aussi en tournoi d'essayer de trouver cet équilibre entre le tennis et changer des fois les idées. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont dans la discipline, ils foncent un peu tête baissée. C'est important pour toi de trouver cet équilibre-là avec que ce soit l'équilibre familial, aussi amical, avec avoir des amis aussi dans le tennis ou au-delà du tennis et partager autre chose que le tennis? Oui, c'est vrai que c'est très important de réussir à trouver cet équilibre-là parce qu'au bout d'un moment, sinon dans la durée, c'est difficile de tenir. Et je trouve qu'en Espagne, ils ont un peu plus cette mentalité-là de partager des moments dehors du tennis, avec que ce soit entre nous les joueurs, avec notre famille. Voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé là-bas. Ok. Voilà. Et du coup là tu voyages avec qui finalement dans ces tournois comme ça? Quand j'ai pas de coach, c'est ma mère qui vient avec moi. Surtout quand on va loin dans des pays comme ça qu'on connaît pas trop, c'est toujours mieux d'être avec sa maman. Et elle t'aide vraiment aussi dans cet équilibre-là à rester performante finalement. Oui, et c'est super parce qu'elle est toujours à fond derrière moi, donc ça c'est super. Comment est-ce que tu finances tous ces voyages? Est-ce que tu as des sponsors, tu as des partenaires, tu as ton club qui t'aide aussi sur cette partie-là? Alors non, pour le moment je n'ai pas de sponsor. C'est vrai que j'ai une ou deux pistes, mais il faudrait voir dans le futur. Pour l'instant, mon seul sponsor c'est mon papa. Ok. Voilà. Et du coup, il t'aide beaucoup aussi dans ta pratique. Sans finalement l'apport de ta famille, tu pourrais peut-être pas jouer au tennis à ce niveau-là? Non, même pas du tout, clairement. Mais c'est vrai que c'est super important d'avoir ce côté-là et cette aide financière, morale, tout. Et justement, je voulais un peu venir sur le sujet du tennis qui, selon les clichés, est un peu un sport de riche pour certains. Surtout au haut niveau. Et il y a Dominique Thiem qui avait, dans un podcast espagnol, dit une phrase qui m'avait un peu marqué, c'est que pour les personnes de 13 à 18 ans qui sont déjà à un haut niveau, il faut environ débourser 100 000 euros à l'année. Et il dit que du coup c'est un sport qui, selon lui, est de riche au haut niveau. Toi, est-ce que tu le rejoins sur ce discours-là? Est-ce que tu penses qu'il y a aussi pas mal d'inégalités au haut niveau? Ah oui, c'est vrai que le tennis, c'est un sport qui coûte très très cher quand tu vois par rapport à d'autres sports parce qu'on doit tout payer nous-mêmes, on doit payer les déplacements, les coachs, les entraîneurs. Et il y a certains joueurs qui doivent faire des concessions, par exemple voyager sans coach, aller sur du matériel beaucoup moins cher, mais qui n'est pas forcément le mieux. Mais quand tu dois payer tes bobines à plus de 100 euros à chaque fois, toutes les chaussures de tennis, les cordages, voilà, les raquettes, tout ça, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et du coup, tu dois aussi payer ton inscription à chaque tournoi, oui. C'est ça? Oui, ça, l'inscription, on est à $35 à chaque tournoi. Ok.
Et ça peut te rapporter, par exemple, comme un tournoi à Santiago, jusqu'à combien de… Alors sur les 15 000 $, c'est à partir du tableau principal qu'on a D'accord. En fait, ça fonctionne, c'est 15 000 $, mais c'est pas pour le gagnant. C'est divisé entre tous les joueurs. Donc à partir du tableau principal et à partir des 35 000 $, c'est deuxième tour de qualification. Donc ça dépend. Ok, oui, donc c'est vraiment réparti. Mais en vérité, le gagnant d'un 15 000 $, ce qu'il gagne, ça lui rembourse à peine son tournoi. Ouais. Voilà. Ça lui rembourse à peine une semaine les billets, l'hôtel, la nourriture et le coach, même pas le coach. Donc voilà. Donc tu penses que pour toi, quelqu'un qui a une famille qui n'arrive pas à suivre financièrement, en tant que jeune, n'a pas les chances d'arriver jusqu'au haut niveau? C'est vrai que c'est très compliqué de tenir dans la durée si on n'a pas les moyens financièrement au tennis et que pas tout le monde a cette chance-là. Donc, ouais. T'es consciente de la chance que tu as du coup? Ah oui, vraiment. Et bon, on sait que le monde du haut niveau, c'est très, très exigeant, que ce soit dans le tennis ou dans d'autres sports. Beaucoup ne supportent pas la pression, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Toi, ça t'est déjà arrivé, même à 19 ans, de te dire tiens, j'ai envie de tout plaquer, j'ai envie de dire merde et partir? Oui. Mais ça arrive à tous les joueurs. On a tout le temps, après une défaite, ça arrive de vouloir dire j'arrête le tennis, mais ça n'empêche pas que le lendemain, on soit de retour sur le court. Donc voilà, et c'est vrai que cette pression-là, ça peut être aussi la pression financière et qu'on doit jouer avec la pression des parents, la pression des entraîneurs, de son entourage et tout. Donc oui. Parce que justement, du coup, ouais, tu as une pression, voilà, ta famille t'a mis peut-être de l'argent dans ce tournoi pour que tu participes. Toi, derrière, tu arrives à gérer cette pression-là, à te mettre dans ta bulle pour essayer de performer? C'est pour ça que pour les joueurs de tennis, en général, les premiers tours, c'est les plus difficiles. Parce que quand on arrive et on se dit j'ai dépensé tant, j'ai fait tant d'heures de vol, je suis à je ne sais pas combien de kilomètres de chez moi et il faut que je le gagne ce premier tour. C'est vrai que ça met quand même une pression. Et du coup, derrière, un soulagement, j'imagine, quand tu gagnes le premier tour, comme toi contre la Vietnamienne. Le premier tour, on se relâche un peu et en général, on joue beaucoup mieux les tours suivants. Ok. Et bon, face à la pression, il y en a qui ont aussi recours à du dopage. Je sais que dans le tennis, c'est assez courant, malheureusement. Ouais, c'est quand même malheureux que ça arrive dans le tennis, dans ton sport. Comment toi, c'est quoi ton rapport avec ça? Ça ternit quand même un peu l'image du tennis. Alors moi, j'ai jamais eu affaire directement à des histoires de dopage. Après, ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur le circuit. Mais c'est vrai qu'il y a des tests assez régulièrement. C'est assez random. Ça peut tomber sur n'importe qui, n'importe quel tournoi, à n'importe quel moment. Donc c'est vrai. Mais nous, de notre côté, on doit toujours faire attention à ce qu'on prend. Si on prend un médicament, on doit toujours vérifier. Même dans nos boissons énergisantes, il y a certaines marques à éviter, donc on doit toujours faire attention à ces choses-là. Tout ça, de toujours faire attention à tout, ça doit aussi créer une autre fatigue, une fatigue un peu mentale, faire attention au dopage, etc., faire attention à tout ce que tu manges. Moi, j'ai ma maman qui m'aide sur ces choses-là, donc vérifier que les compléments ou les médicaments que je prends soient bien donc doping safe, tout ça. Et c'est vrai que oui, on a beaucoup de choses à faire. On a quand même organisé les entraînements, trouvé des gens avec qui jouer, s'organiser par rapport à donner nos raquettes, aller manger, trouver quelque chose de sain à manger à chaque fois. Donc voilà, et c'est toujours bien d'avoir cette aide-là extérieure, que ce soit des entraîneurs ou des parents, pour nous aider avec tout ça. Donc finalement, au-delà de l'aspect financier, l'entourage est quand même nécessaire quand on joue au niveau au tennis. C'est super important, c'est pour ça que oui, ou même d'avoir des amis sur le circuit qui viennent, qui nous soutiennent, qui viennent voir nos matchs, etc. Ça aide vraiment beaucoup d'être bien entouré. Et tu m'as dit du coup avant que tu étais de confession musulmane, tu as fait le ramadan il y a peu. Tu trouves que ça a vraiment un impact sur ta performance et sur ta pratique? Alors c'est vrai que c'est très compliqué parce que moi comment je m'entraînais, je ne m'entraîne pas toute seule avec un coach, c'est-à-dire que je ne choisis pas mes horaires. Donc je m'entraîne dans une académie, on a un entraînement à telle heure, le matin ou l'après-midi. Et c'est vrai que c'est très difficile de tenir et que en vérité la qualité d'entraînement ce sera jamais la même que quand tu manges ou quand tu bois. Mais il y a certains jours où quand j'arrive vraiment pas à tenir, et je coupe parce que
Ça, faut faire également attention aux blessures, etc. Je le fais pas personnellement pendant les matchs Ok. parce que c'est vrai que c'est plus facile sur d'autres sports, par exemple le football ou le basketball, où c'est des sports d'équipe. Tu as environ un peu plus de 90 minutes, mais tu sais que tu vas pas faire 3 heures de match, ça va pas arriver. Et aussi, tu joues souvent le soir, donc c'est vrai que c'est un peu plus facile. Mais pour le tennis, faire un match en jeûnant, c'est très très compliqué. Du coup, est-ce que tu adaptes ton sport en fonction de ta pratique religieuse ou est-ce que tu adaptes ta pratique religieuse en fonction de ton sport? Un peu les deux, j'essaye de trouver un peu le bon équilibre, mais c'est vrai que c'est très compliqué et c'est très propre à chacun. Et j'ai pu côtoyer quelques jeunes, on en avait parlé avant, jeunes joueurs et joueuses de tennis de haut niveau. Et il y a un truc qui m'avait marqué, c'était cet accompagnement du coup des parents, avec certains parents qui font des déplacements à l'autre bout du monde avec leurs enfants, qui sont un peu agents aussi pour leurs enfants, qui gèrent les réseaux sociaux, plein de choses comme ça. Il y a des fois, c'est, je trouve hyper important d'avoir cet accompagnement-là, des fois un peu, je trouve, exagéré à mon sens. Toi, comment est-ce que tes proches ont pris part à ton projet sportif? Alors, c'est vrai que ma maman est très présente, elle essaye de venir à beaucoup de tournois, mais c'est vrai que également ce côté financier-là de payer et pour moi, et pour le coach, et pour ma maman, ça peut être compliqué des fois, mais on essaye de trouver aussi cet équilibre-là, parce que c'est vrai que on a besoin de cette aide, mais pas non plus que les parents soient trop impliqués dans le projet. Et que ce sera jamais, ils auront une vision différente de celle du coach. Et je pense que l'un et l'autre peuvent apporter des bonnes choses. Ouais, c'est très complémentaire. Et du coup, toi, qui est-ce qui cherche pour toi les tournois? C'est ta mère qui t'inscrit? C'est toi qui trouves le tournoi et qui dit tiens, je joue à Santiago, je vais aller jouer à Santiago? Alors c'est un peu pareil, c'est un peu un mix des deux. On essaye de parler avec les coachs, voir avec les joueurs, oui, est-ce que tu as déjà été là-bas? Comment c'est là-bas? Voir les tableaux de l'année passée, comment c'était. Et ensuite, on en discute tous ensemble avec les parents, le coach et moi. Et on prend une décision. Et du coup, toi, t'aimes bien revenir sur les mêmes tournois chaque année ou plutôt voyager et découvrir d'autres choses? Ça dépend. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont cette petite superstition de si on a bien joué un tournoi, on va avoir tendance à vouloir le refaire l'année prochaine. Voilà. Et moi, j'espère aller de plus en plus haut chaque année, donc ne pas refaire les mêmes tournois. Mais c'est vrai qu'il y a certains tournois qu'on aimait un peu plus que d'autres et on a bien joué. Donc, Et justement, toi, c'est quoi tes ambitions pour le futur? Qu'est-ce que tu aimerais encore monter encore plus au classement mondial? Oui. Qu'est-ce que tu aimerais? Exactement. Moi, mon objectif, ce serait de faire partie du top 100 et d'aller le plus haut possible. Donc, en représentant du coup l'Algérie? Exactement. Ok. C'est une fierté pour toi de représenter ce pays? Oui, j'en suis vraiment très fière et je suis vraiment contente de jouer pour mon pays. Et bon, j'ai vu également que tu étais assez active sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas la seule, beaucoup de jeunes sportifs le sont. Est-ce que tu trouves et tu penses que ça a une importance aussi, l'image que tu donnes sur les réseaux dans le sport de haut niveau, que ça peut peut-être des fois être la clé pour se faire repérer par exemple? Ouais, ça peut être... franchement, je pense que en tant qu'athlète, on doit vraiment utiliser notre image. Donc, être sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement. Et on a la chance d'être athlète et d'avoir une super image à poster sur les réseaux. Donc ouais, c'est important. C'est important. Bon, écoute, merci beaucoup Farah d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était un vrai plaisir d'en apprendre plus sur toi et sur la pratique du tennis, d'avoir ta vision. Ok, merci à toi. Et écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2026? Qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas. C'est que des surprises, c'est ça le tennis. Et on peut me souhaiter de gagner beaucoup de matchs et de faire de bons résultats. T'as déjà beaucoup de tournois prévus ou pas? Oui, là déjà c'est super, j'ai une super opportunité d'avoir une wildcard sur un 50 000 $ en tableau principal, donc c'est déjà super. Ok. Et voilà. Et tu vas jouer ça où du coup? C'est au Burundi. Ok. Et j'ai eu la nouvelle hier. Sympa. Oui. Ouais. Ça fait un peu loin encore, ouais. mais
Un voyage sympa. Ouais. Bon bah écoute, je te souhaite de faire un bon tournoi et je te souhaite plein de belles choses pour l'année 2026 et puis encore merci pour Merci d'avoir à répondu toi. à mes questions. Merci.